Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est bien sûr la Zone en parle et nous sommes avec Sylvain, ensemble on va partager ce moment. Bonjour Sylvain. Bonjour Calvin, bonjour aux téléspectateurs des Zone Art Télévision. Aujourd'hui nous allons revenir sur cet incident qui se produit ce 3 octobre 2024, bien sûr à Goma. Et d'abord, vous pouvez un peu revenir sur ce qui s'est passé réellement? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un naufrage ici en ville de Goma du bateau MV Merdi qui quittait la cité des Minova dans le sud Kivu pour la ville de Goma. Les bateaux transportaient en majorité des marchands et des marchandises qui venaient être livrés dans la ville de Goma. Les bateaux, selon les premières informations, s'est chaviré à moins des 700 mètres de la rive, donc de la rive à Kituku, au port de Kituku, et les bateaux transportés, selon les informations que nous avons reçues sur le terrain, plus de 500 passagers et plusieurs tonnages de marchandises. Et c'est suite à ces tonnages-là et suite à cette multitude de gens qui étaient sur les bateaux que les bateaux n'ont pas su supporter les poids. Donc ça s'est passé le jeudi 3 octobre 2024. Et nous recevons bien sûr Johnson Ishara Boutaragaza, coordonnateur des générations conscientes, bien sûr la dynamique génération consciente d'IGNEC RDC. Johnson, bonjour. Bonjour Monsieur Calvin, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, déjà c'est quoi, quel est le message de compassion que vous avez par rapport à, bien sûr, les messages de compassion aux victimes de ce naufrage du MV Merdi, bien sûr? C'est vraiment une consternation, c'est également une déception que nous soyons une zone être endeuillée tout le jour. D'une part par les ennemis de la République, d'autre part par notre propre légèreté dans la gestion de la République. Donc, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ce naufrage, mais également à tout le peuple congolais, parce que ceux qui sont morts sont des Congolais et la nation devrait être en deuil à ces instants que nous parlons. Donc, c'est vraiment... C'était des larmes, c'était une journée sombre sur la ville de Goma. Dans la cité de Minova également, c'était que des larmes. Et vraiment, nous sommes très, très consternés par ce qui s'est passé. Voilà. Quelle est la lecture que vous faites, bien sûr, de cette situation? Bon, je vais parler de la lecture du point de vue cause lointaine et cause immédiate. Cause lointaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce qui se passe sur les trafics Goma-Bukavu et tous les villages environnants. Il faut savoir qu'il y a une concurrence déloyale qui s'est installée dans ces axes-là il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, nous avons les trafics routiers, nous avons également les trafics lacustres. Alors, le trafic routier a été sauvagement oublié, tout simplement parce qu'il y a un trafic qui est très juteux sur les lacs Kivu. Et ça fait ce que tous les opérateurs sur les lacs Kivu préfèrent plutôt que les lacs soient plus exploités pour permettre à tous les opérateurs économiques qui ont le bateau de continuer à avoir de marchandises et continuer à avoir le passager. Et tout en sacrifiant les trafics routiers parce que il est inacceptable, il est incompréhensible qu'on puisse vivre toutes ces années, que les deux villes des deux grandes provinces de l'Est ne soient jamais reliées. La route Goma-Bukavu, c'est un projet qui est toujours porté par chaque gouvernement en place. Et je vous informe, prenez les images et prenez-moi sur le mot, Félix Tshisekedi en 2019, quand il est parti encore compatir avec les populations de Mukwija après notre naufrage, il a promis également la réhabilitation de la route Goma-Bukavu. En 2020, déjà le ministère du Budget a informé que la route, le fonds ont été décaissés parce que le vice-président, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, à l'époque, il était originaire du territoire de Calais. Et le territoire de Calais se trouve en cheval entre deux grandes villes, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et Minova se trouve dans le territoire de Calais. Voilà comment la route est restée dans un état très très déplorable jusqu'à aujourd'hui. Il s'est ajouté maintenant une deuxième situation, c'est la situation sécuritaire.
Le 1-23, avec leur contre-attaque, ils sont arrivés à occuper les localités des Chacha et ses environs. Et on n'a pas compris, parce que la guerre, au-delà d'être militaire, au-delà d'être politique, elle est aussi économique. Ils ont tout fait pour déployer leurs unités, pour couper la route, couper en creusant de grands trous, pour que même si le véhicule venait avec toute pression, ne sera pas traversé au niveau des Chacha. Et puis, ils ont contrôlé cette localité-là. Voilà les raisons. Je vis sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens posent des questions, mais pourquoi, même quand Rutshuru est occupé, mais les véhicules peuvent quand même passer? Pourquoi Massis est occupé, mais les véhicules peuvent toujours passer? Pourquoi pas Minova? Justement parce que on a coupé la route. Ils ont creusé pour couper carrément la route et ils ont contrôlé ces entités-là. Voilà comment toute cette population, ces paisibles citoyens, l'unique moyen de transport qui reste aujourd'hui, c'est les transports maritimes. Donc il faut prendre des pirogues motorisées, il faut prendre des bateaux pour relier, pour être à Goma. Et malheureusement, les bateaux, maintenant, d'autres questions qui se posent, c'est la manière dont ce trafic est organisé. Est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce qu'on prend les choses au sérieux dans ces transports? Et voilà, là où ça nous a amené, un bateau qui devrait quitter Minova. En tout cas, les informations que nous avons, c'est que 2 bateaux devraient quitter Minova, mais un seul bateau s'est présenté au port, et l'inspecteur de port lui-même, au lieu de faire le constat que ces bateaux-là n'est pas à mesure de tout emporter, ils ont dit à la Congolaise, malheureusement, dans notre médiocrité, nous allons tous nous jeter dans ces bateaux. Donc, il y a eu surcharge de ces bateaux-là. Donc, la marchandise qui devrait être transportée par 2 bateaux a été transportée par un seul bateau. Des personnes, des passagers qui allaient être affectés dans 2 bateaux, ils se sont tous déversés dans un seul bateau. Et dans un état sérieux, il y a des services qui sont habilités à contrôler le mouvement de population pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous sommes en situation de guerre. Les mouvements de population doivent être contrôlés. La deuxième raison, c'est que les transports, c'est un secteur également réglementaire. Il y a tous les services. Si vous allez à Kitoukou, au-delà même de ces jours sombres, mais il faut être à Kitoukou dans une activité normale, vous allez être étonné de la multiplicité des services qu'il y a là-bas. Les services de renseignement, les services de l'armée sont là, en tenue civile, la police en tenue civile. Vous allez voir l'environnement, hygiène et tous ces gens-là, c'est pour tracasser les gens avec des taxes. Mais en réalité, si chaque service pouvait faire son travail, on allait faire le constat qu'il y a un nombre réduit pour le passager. Et malheureusement, c'est constant, nous sommes tombés dans ce que le professeur Kaman appelait dans son temps l'imbécilisation collective. Nous nous comportons tous comme des imbéciles. Donc, on ne respecte plus rien. Même quand vous allez au bateau sur le port de Goma ici, à part le port Emmanuel, plutôt à part le port Kitoukou, allez sur le port officiel de Goma. Vous allez voir, en allant même à Bukavu, vous savez qu'en réalité, les bateaux sont censés vendre le billet proportionnel au siège disponible dans le bateau. Mais les bateaux se permettent d'aller au-delà. Et quand vous entrez dans le bateau, vous n'avez plus de place. Vous restez debout. Normalement, dans un port respectable, dans un port où les services fonctionnent, l'inspecteur déjà du port doit interdire ces bateaux de partir s'il y a des gens qui n'ont pas de siège. Mais le problème, c'est que nous tous de Congolais, l'essentiel, on a ce qu'il y a tout. Qu'on arrive, c'est pas un problème. Alors voilà monsieur, ce qui s'est passé. Monsieur Johnson, par rapport à cela, nous avons été sur terrain, nous avons trouvé des rescapés qui nous ont confié qu'à un certain moment, quand les passagers étaient en train de monter à bord du bateau, ils ont le propriétaire du bateau a demandé à ce que le passager puisse arrêter de monter parce qu'il y avait déjà des multitudes de gens qui étaient sur les bateaux. Alors ils ont voulu arrêter de faire entrer les gens. Malheureusement, il y a eu un engouement et les gens sont entrés par force. À qui cette responsabilité pouvez-vous l'incombe? Mais nous ne sommes pas dans une jungle. Nous ne sommes pas dans un royaume de maïs où chaque maïs a sa barbe. Nous sommes dans une société organisée. Et ce n'est pas le propriétaire du bateau qui est chargé à embarquer les gens. Pas du tout. Il y a des services habilités. Vous pouvez être le propriétaire du bateau, mais si l'inspecteur du port n'a pas signé votre manifeste pour que vous puissiez partir, les bateaux ne peuvent pas partir. Il y a la police, il y a l'armée là-bas.
Mais les gens ne peuvent pas forcer d'aller dans le bateau. L'armée est là, la police est là, mais ils ont maintenant quelle mission? C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons plus excellé dans cette imbécilisation collective. Donc ce qui est mal, on commence à trouver comme si c'est normal. Comment les services pouvaient être là et laisser les gens se jeter dans les bateaux comme ça? Et si cela était la raison, où serait maintenant le manifeste? Parce que vous avez été sur terrain. Comme preuve, il n'y a pas de manifeste. Quel est cet embarquement où le bateau peut quitter le port et il n'y a pas de manifeste? Le manifeste comprend justement les identités des passagers. Le manifeste également explique, nous quittons tel port vers quel autre port, au point que l'inspecteur qui est également au port d'arrivée, il est informé d'avance que vous êtes en train d'arriver. Mais le constant, il est malheureux, il est regrettable que nous soyons en train de spéculer sur les chiffres et nous n'arrivons pas à responsabiliser. Celui qui est à la base de ça, c'est l'État congolais, bien entendu. Parce que c'est l'État congolais qui devrait nous dire, dans ces navires, il y avait autant de personnes. Que ce soit la province du Nord Kivu, que ce soit la province du Sud Kivu. Et qui, malheureusement, la société civile de Minova nous a proposé un chiffre. Le gouverneur également, à travers la communication du vice-gouverneur du Nord Kivu, ils nous ont proposé un chiffre scandaleux. Et puis quand vous lisez le communiqué du gouverneur également du Sud Kivu, il propose également un autre chiffre. Dans quel pays cela peut se passer? Alors, nous allons revenir nous allons revenir sur les manifestes et les noms qui sont donnés, mais vous avez été parmi les premiers ici en ville de Goma qui ont contesté le bilan du gouvernement. Oui. Avez-vous vos preuves qui peuvent nous montrer que le bilan il n'est pas vraiment vérifié? La première preuve, elle est là. Ils se sont tous contredits. Et dans une situation de crise, l'information a horreur du vide. Quand le vide s'installe, on donne lieu aux spéculations. Voilà la première preuve. La deuxième preuve, c'est qu'il n'y avait pas de manifeste. Comment expliquer que le bateau peut arriver, peut être embarqué jusqu'au point de commencer la navigation sans manifeste? Il n'y en avait pas. Alors sur base de quoi? Parce que c'est par là qu'il faut partir. Sur base de quoi l'autorité provinciale du Nord Kivu peut dire voici les bilans? Sur base de quoi? Des spéculations dans un pays sérieux, c'est inadmissible. La troisième raison, c'est la manière dont le gouverneur de province a présenté le bilan. Il nous dit qu'il y avait 23 décès. Il dit également qu'il y avait 58 personnes sauvées, rescapées. Alors, on fait un calcul simple. 58 plus 23, ça donne 81. Donc, il veut nous faire croire que dans ces bateaux-là, il y avait 81 personnes. Et puis, ce qui a créé encore... Moi, mon indignation et ma contestation de ces bilans, c'est que c'était incroyable qu'on puisse faire un bilan sur un naufrage. Ça parlait des disparus. Dans ces communiqués de la province, il n'y a pas de disparus. Pour eux, c'est qu'il y a eu des personnes qui sont mortes et il y a eu des personnes qui ont été sauvées. Il n'y a pas de disparus. Bon, ça c'est une troisième raison. La quatrième raison qui m'a poussé également à contester, c'est de voir le bateau. La vidéo est là. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez, je ne sais pas si tout le monde a déjà pris le voyage du bateau, mais vous savez que les personnes qui sont dehors sont moins nombreuses que les personnes qui sont assises à l'intérieur. Le bateau là avait 2 niveaux et dans chaque niveau il y avait 2 passagers. Ce sont ces femmes-là, ce sont ces papas qui se reposaient à l'intérieur. Ceux qui ont réussi à sauter, c'était des gens qui étaient dehors. Et quand le bateau a chaviré, le bateau est descendu avec toutes ces personnes enfoncées dans les profondeurs et qui devraient normalement avoir des plongeurs pour aller les sauver. Est-ce qu'on les a sauvés? Voilà. Quand on voit déjà les images, quand on voit la manière dont le bateau a chaviré, mais c'est incroyable. Et la 5e raison qui m'a poussé, moi, à contester, c'est maintenant le témoignage. Tous les témoignages vont dans tous les sens. Aucun témoignage n'accepte que là, il y avait moins de 100 personnes. D'ailleurs, vous avez fait des recherches. Vous avez fait des recherches parce que dans votre communiqué, vous avez dit les sources internes du bateau ont réservé qu'il y avait plus de 500 personnes dans le navire. En son sein, il y avait plus de 500 personnes. Et cette version commence à être affirmée ce matin. Déjà par-ci, par-là. Et puis nous sommes allés très loin, M. Calvin. Nous sommes allés très loin dans nos recherches. Et nous avons même trouvé de noms de personnes jusqu'à maintenant qui ne sont pas retrouvés. C'est plus de 150 personnes.
seulement dans des entités. Vers Moufounishanga, c'est Massissi bord du lac, et au niveau également de Minova. Seulement sur cet axe-là, nous avons 150 personnes. Quand vous rentrez maintenant dans la ville de Goma et les environs, le vacancier, ainsi de suite, parce que Idjou également en parle, qu'il y avait également des habitants d'Idjou qui ont péri, c'est que le bilan, il est trop lourd. Et trop lourd. Et je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle précipitation, on peut descendre jusqu'à nous dire qu'il y avait que de 23 qui ont disparu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça cacherait, parce que pour moi, le fait que le gouvernement provincial s'est réservé pendant toute la journée, ils n'ont rien dit depuis 10 heures, et en parler à 19 heures, ils devaient se rassurer s'ils ont toutes les informations. Voilà pourquoi nous avons dit c'est inacceptable. Et il faudrait qu'on puisse revoir toute cette communication. Et si on n'a pas à dire dans une situation de crise, il est toujours conseillé de se taire. Voilà. Alors, Sylvain, vous étiez sur terrain. Est-ce qu'il y a des équipes, bien sûr, qui sont en train de chercher, bien sûr, ces personnes introuvables jusque-là? Justement, nous avons été sur terrain et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a des équipes marines qui sont en train de poursuivre les recherches pour tenter de trouver quelques autres disparus. Mais on a aussi trouvé la communauté de Bahavu qui était sur les terrains en train de revoir les listes des gens qui ont... Parce qu'il y a une liste qui a été envoyée disant que ce sont là les rescapés. Mais apparemment, il y a la communauté Havu qui était sur terrain qui nous a confié confidentiellement bien sûr que sur ces listes il y a des gens qui n'ont pas pris les bateaux. Alors pour poursuivre avec vous Monsieur Johnson, la première sanction est tombée et c'était bien sûr le chef lacustre du côté de Minova. Alors pensez-vous que c'était l'idéal au premier plan? Pour moi, c'est pas l'idéal. Ça, ce sont des faux fuyants. Nous sommes dans une république où généralement on n'arrive pas à s'assumer. Devant un scandale comme ça, c'est directement le ministre des Transports qui doit partir. Alors, et ça, c'est non négociable. C'est comme ça que ça se passe. Et dans d'autres pays, parce que vous avez vu aux États-Unis, quand il y a eu attentat raté contre Trump, qui a démissionné, c'est numéro 1 des CIA. Parce que les services des renseignements n'ont pas bien fait le travail. Et chez nous, on doit avoir cette culture-là. Déjà, vous avez, à l'entame de cette émission, vous avez fait allusion à une surcharge du bateau. Mais on dit déjà, qui sont responsables? C'est tout l'appareil des transports qui est responsable. Parce qu'il y a beaucoup de services à son sein. Et ces services ont comme répondant numéro 1 le ministère des Transports. Deuxièmement, je vous fais encore une autre révélation, c'est qu'il semblerait que le même bateau qui a chaviré avait déjà reçu une notification de non-navigation, de ne plus naviguer sur les eaux du lac Kivu parce que les bateaux étaient déjà vieillissants. Et il demanderait également des entretiens. Et c'est à cause de ça que les passagers, les rescapés qui ont été sauvés de justesse ont également avoué qu'avant même qu'il y ait chavirement de ces bateaux, le moteur lui-même, il avait déjà explosé dans une pleine vague, dans une vague. Maintenant, dans une vague, quand on voit même les images, la manière dont, je ne m'imagine pas, ce sont des vagues dans les océans, dans le mer, qui peuvent facilement renverser un bateau comme ça, si le bateau est en pleine navigation. Si le bateau n'est pas en pleine navigation, c'est comme ça que ça peut être même renversé par une petite vague. C'est ce qui explique les images là. Ça explique également que le bateau était surchargé en son sein. Alors si cela est arrivé, qui serait responsable? Je répète bien, c'est le ministère des Transports, et que malheureusement la personne qui devrait répondre, c'est la personne qui a sanctionné. C'est comme frapper un cadet et pourtant c'est l'aîné qui est responsable. Donc moi je pense que c'est tout un service et moi j'encourage déjà le ministère de la Justice qui a diligenté des enquêtes pour que les responsables soient interpellés, parce qu'il y a deux choses incroyables qui se font dans ce pays et il faudrait qu'on commence quand même à prendre des reculs. Alors, il y a aussi une équipe ministérielle qui a été dépêchée en ville de Goma et qui sera bien sûr sur les enquêtes. Et selon le communiqué du gouvernement, cette équipe va venir pour assister les familles des victimes, mais aussi pour assister les enfants traumatisés. C'est ce qu'en tout cas ils ont écrit. Alors, pensez-vous que l'équipe ministérielle serait venue pour réconforter ou quelle serait leur mission exactement? Ils vont réconforter en disant quoi? Un gouvernement spécialisé à enterrer les gens. Vous trouvez ça normal? D'abord, c'est pas normal.
Moi, la place de Madame la ministre des Affaires sociales, je devrais avoir horaire avant de me déplacer chaque fois pour aller enterrer à l'est du pays. Deuxièmement, le gouvernement n'est pas là pour enterrer que quand il y a de morts. Le gouvernement est là également pour prévenir qu'il n'y ait pas de morts, pour prévenir de mettre les populations à l'abri. Et puis, troisièmement, je suis quand même étonné, je ne sais pas quel est le mode de gestion qu'on a décidé d'attribuer à ces pays, mais nous sommes dans un État avec des administrations décentralisées. Décentralisées, ce qui veut dire que le ministre n'a pas besoin de quitter Kinshasa pour venir faire une action au Nord Kivu. Il y a des services décentralisés. La province peut le faire. Le maire de la ville peut le faire, le bourgmestre peut le faire, et puis il y a des divisions qui sont là. Ils ne sont pas obligés de venir chaque fois nous embêter et enterrer avec beaucoup même de budget, des budgets qui allaient aider les gens. Parce que si ces passagers étaient en gilet de sauvetage, ces gens allaient être sauvés. Si déjà sur tout le port, il y avait des navires d'intervention rapide pour répondre aux messages de détresse, ces gens allaient être sauvés. S'ils pouvaient dire, nous gardons cet argent, mais mettons cet argent-là dans la paye des fonctionnaires de l'État, surtout ceux qui sont affectés dans ces différents ports, ça nous épargnerait à toutes ces tracasseries, parce que vous allez voir, c'est chacun qui se bat. Dès qu'on a payé 1000 francs, il oublie carrément son travail et il va laisser. Voilà, personne n'égale le manifeste parce que chacun est en train de chercher 1000 francs, 2000 francs. Donc, moi, je ne suis plus d'accord avec cette manière. Moi, je trouve que c'est un signe de moquerie que les autorités de Kinshasa ont choisi enfin pour la ville de Goma. À chaque fois qu'il y a un incident, on nous dérange avec des délégations qui passent de nuit dans Serena et qui, après avoir reçu le frais d'émission, ils rentrent après avoir enterré et ce n'est pas normal. Voilà. Pour moi, c'est pas normal. Voilà, il y a aussi le ministère bien sûr des Transports et Voies de Communication qui vient de prendre de mesures bien sûr, où dans ce communiqué, ils reviennent sur la suspension des commissaires lacustres ou fluviaux, port obligatoire du gilet de sauvetage, contrôle technique des embarcations. Il y a aussi interdiction de navigation de nuit, assurance obligatoire, audit des chantiers navals, contrôle de la formation, bien sûr, contrôle de la formation des commandants. Que pensez-vous, bien sûr, de toutes ces mesures? Non, les mesures sont toujours prises. Bon, le problème aussi avec Kinshasa, bon, je pense qu'Alingeti avait raison en fait. Ils sont à 2000 km. Il y a des réalités qu'ils ignorent. Directement, on ne peut pas interdire des navigations nocturnes. Ça ne s'explique pas. Déjà que le vol de Kinshasa sont en train d'atterrir à Goma à 21h. Bon, pourquoi la navigation Goma-Bukavu, on peut l'interdire la nuit? Pour moi, ça, c'est une mesure qui ne tient pas debout. La deuxième mesure par rapport au gilet, oui, je veux bien. Mais c'est ce que le président de la République lui-même avait dit en 2019. Il est venu même avec l'échantillon des gilets. Je ne sais pas à qui on les avait remis parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais moi, je vais vous faire un cas. Vous savez que hier, le ministre de la formation professionnelle était à Goma avec toute une délégation et l'INPP, mais ils ont pris un canot rapide. Moi, je vis en pleine vague, ces gens n'avaient pas de gilets. Donc, c'est difficile de chercher à vouloir donner des mesures que vous-même, vous ne respectez pas. Or, mettre les gilets, c'est ce que j'ai dit chaque fois, même au taximène quand je suis dans un véhicule, j'ai dit, quand je mets ma ceinture de sécurité, c'est pas parce que je perds de la police routière, non. La ceinture de sécurité, c'est pour ma sécurité. Donc, il faut que nous ayons le petit consigne comme ça. Mettre les gilets, c'est pas qu'on appelle nos chafoulés, non, c'est pour vous protéger. Si il arrivait quelque chose, voilà, c'est une obligation. Comme un motard doit avoir vraiment son casque sur sa tête, c'est comme ça qu'on doit avoir le gilet. Et malheureusement, ce sont des mesures souvent que nous prenons dans la précipitation et avec des effets immédiats, mais dans la pratique, ça va seulement s'observer dans une journée, dans 2 jours, et par la suite, tout le monde a oublié. Voilà. Alors, peut-être nous allons finir. Sylvain, il y a peut-être une dernière question. En tout cas, ma dernière question pour M. Johnson, ce sera votre recommandation. Qu'est-ce qui doit être fait dans cette situation? Qu'est-ce qui doit être fait pour éviter à la prochaine ce genre de drame?
Oui, la première chose qui doit être faite, je pense qu'il doit y avoir un nettoyage sérieux dans tous les services, sur le poste frontalier, le poste lacustre de la République démocratique du Congo, même dans les transports, il y a du désordre. Allez seulement même au parking de Massissi pour le véhicule qui quitte encore Goma. Allez sur le parking de Rutshuru. Vous allez voir comment les gens sont transportés comme des marchandises. Je ne sais pas, peut-être que nous sommes encore l'unique pays où vous pouvez amener le vache dans un même véhicule avec le passager. Vous allez voir les gens qui montent au-dessus de marchandises parce qu'ils sont en train d'aller à Massissi. Et moi, dans ma prédilection, j'aime également voyager. Il m'arrive de faire la même route de Massissi. Mais vous allez voir, vous êtes dans un véhicule et puis il y a quelqu'un qui crie là-bas, donc il faut d'abord que le véhicule s'arrête. Les gens qui sont tombés, ils vont encore revenir à riant, en souriant parce que bon voilà, tulipenga mazenye gari ili piga courbi. Ça c'est déjà un problème et ça s'observe malheureusement partout. L'aviation en République démocratique du Congo est en faillite. Les transports maritimes compliqués, les transports terrestres c'est compliqué. Alors d'abord il faut assainir ces secteurs-là dans le cadre de la sécurité. Deuxièmement, maintenant le cas le plus probant sur ce qui s'est passé sur le port de Kituku, je pense qu'il est très urgent pour qu'on donne à la population les bonnes informations. Parce que Minova, Mukwija, Goma, ces environs, c'est vraiment un deuil incommensurable. Et il faut qu'il y ait des gens qui vont également répondre. Et désormais, il faut maintenant arrêter de mesures et il faut sensibiliser toutes ces mesures-là auprès de la population pour que la population elle-même se sécurise, pour qu'également les travailleurs ou les agents qui sont affectés à ces différents postes soient également conséquents. Ne doivent pas seulement être là pour ramasser les petits 1000 francs, les petites intimidations inutiles et ne pas sécuriser les gens. Voilà. C'est vraiment un plaisir, hein, M. Johnson, de partager ces petits moments avec vous et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également de m'avoir associé dans ces studios verts et très magnifiques. Voilà. Sylvain, un plaisir de partager ces petits moments ensemble. Merci beaucoup à vous aussi. Je pense qu'encore une fois, vous serez encore sur terrain pour nous apporter des informations. Justement, nous allons toujours descendre, nous allons faire notre travail pour informer encore la population sur ce qui se passe vraiment. Voilà, sinon, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Merci.